Bienvenue. Ce soir, nous plongeons lentement dans l'histoire complète de Silent Hill, la ville ensevelie sous la brume où la terre elle-même se souvient de chaque culpabilité cachée, de chaque regret inavoué, attirant les errants dans son étreinte silencieuse pour affronter les ombres qu'ils portent en eux, nés des terres amérindiennes anciennes, imprégnées d'esprits et d'avertissements. Elle a commencé comme un lieu de vénération où la brume dissimulait des rites sacrés et des forces inquiètes liées à la terre. Mais alors que les colons arrivaient, leurs actes de déplacement et de violence ont éveillé la malédiction qui a transformé la ville en miroir de l'âme, manifestant des horreurs personnelles dans des cycles de brouillard, de feu et de renaissance qui résonnaient à travers les générations. Des premières hantises de l'âge d'or jusqu'aux âmes fragmentées, attirées dans son emprise, nous allons retracer chaque couche de ce silence durable, pas à pas. C'est l'histoire de comment une terre maudite est devenue un nexus pour les tourmenter. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner, mais seulement si vous appréciez ce genre de narration lente et immersive qui se déploie comme un rêve. Et laissez-moi savoir dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous. C'est toujours une merveille silencieuse de voir la même histoire se tisser à travers différents coins du monde. Une nuit tranquille à la fois. Commençons. Bien avant que les rues embrumées de Silent Hill ne deviennent un havre pour les perdus, la terre appartenait aux tribus amérindiennes qui la vénéraient comme un terrain sacré tissé d'esprits anciens et de rituels qui liaient les vivants au monde invisible. Ces peuples indigènes menaient des cérémonies pour honorer les forces habitant la terre et les eaux, croyant que la région détenait un équilibre délicat entre la vie et l'au-delà, où les perturbations pouvaient réveiller des entités inquiètes. Des récits primaires d'explorateurs européens décrivent comment les tribus laissaient des marqueurs et des avertissements gravés dans les rochers et les arbres, des symboles destinés à dissuader les étrangers de profaner les sites liés à leurs ancêtres. Cette révérence découlait d'une compréhension profonde que l'isolement de la terre amplifiait son pouvoir, faisant que tout acte de déséquilibre se répercutait vers l'extérieur, se manifestant comme des présages ou des ombres qui s'attardaient dans la brume. Alors que l'influence européenne s'étendait, ces pratiques ont subi l'érosion, préparant le terrain pour des conflits qui enracineraient un malaise durable dans le sol lui-même. L'arrivée des colons au milieu des années 1800 a apporté violence et déplacement, alors que les tribus étaient forcées de quitter leurs territoires ancestraux par des traités souvent brisés et des accaparements de terres alimentées par la cupidité expansionniste. Dans un affrontement documenté, des Amérindiens défendant leurs sites sacrés se sont heurtés à des intrus armés, résultant en une effusion de sang qui attachait la terre et invoquait des malédictions murmurées dans des derniers souffles. Ces actes d'agression ont non seulement dispersé les communautés, mais aussi perturbé les harmonies spirituelles, conduisant à des rapports de phénomènes non naturels, comme des chuchotements dans le vent ou des figures s'évanouissant dans le brouillard, que les colons rejetaient comme des superstitions, mais craignaient dans leurs moments tranquilles. Les conséquences se sont déroulées progressivement
géographie de Silent Hill, avec ses forêts denses, ses lacs profonds comme Toluca et son brouillard perpétuel roulant des collines environnantes, l'isolait naturellement, en faisant un endroit où les secrets pouvaient s'envenimer et le passé refusait de s'effacer. Cet environnement amplifiait les malédictions indigènes, amenant les premiers colons à éprouver des rêves vifs ou des visions fugaces qui reflétaient leur propre défaillance morale, un effet direct de l'essence souillée de la terre s'infiltrant dans la vie quotidienne. Alors que le mot se répandait, la région gagnait une réputation de terrain maudit, en dissuadant certains tout en attirant d'autres, cherchant la solitude ou la rédemption, ignorant que le brouillard dissimulait des chemins vers des enfers personnels. Dans les années qui ont suivi la tragédie du cavalier de l'enfer, Silent Hill a grandi de l'ombre de son passé, imbibé de sang. Ce qui n'avait été que des cabanes éparses et un bureau de poste s'est lentement transformé en une véritable colonie sur la rive du lac Toluca, où les pêcheurs jetaient leurs filets et les marchands vendaient leurs marchandises dans des rues boueuses. Les familles fondatrices, celles qui étaient restées malgré les rumeurs d'une terre maudite, ont commencé à construire des maisons, à ouvrir des commerces, à s'enraciner dans un sol qui se souvenait de chaque péché. Elles se disaient que les vieilles histoires n'étaient que superstitions, que la fin de Jebediah avait été une anomalie tragique, que le brouillard qui s'élevait du lac et serpentait dans les rues n'était que météorologique. Mais la ville avait d'autres idées. Dès les années 1870, les résidents ont commencé à signaler des phénomènes étranges qui ne pouvaient être rationalisés, des voix qui chuchotaient depuis le brouillard, des mots dans des langues que personne ne reconnaissait, mais que chacun comprenait d'une manière ou d'une autre. Elles parlaient de culpabilité, de péchés cachés, de choses qu'on avait faites dans l'obscurité et qu'on espérait oublier. Les familles vivant dans un désespoir silencieux ont commencé à avoir des visions. Un marchand qui avait escroqué son partenaire commercial de sa part voyait la nuit une silhouette debout dans sa chambre, portant les traits de l'homme trompé, accusant silencieusement. Une mère qui avait abandonné son enfant illégitime dans la forêt après la naissance entendait lors des nuits brumeuses des pleurs de bébés s'élever du lac Toluca, si clairs comme s'ils étaient directement sous sa fenêtre. Ces expériences étaient d'abord cachées par honte et peur de l'ostracisme social. Mais au fil des années, les rapports se sont multipliés. Les gens disparaissaient lors des nuits brumeuses, quittant leur maison pour une courte promenade et ne revenaient jamais. Les équipes de recherche ne trouvaient que des bottes abandonnées au bord du lac ou des vêtements déchirés dans les forêts. Certains des disparus réapparaissaient des jours plus tard, perturbés et muets, incapables d'expliquer où ils avaient été. Ils parlaient de rues qui se transformaient en néant, de bâtiments qui changeaient de forme, de créatures qui avaient émergé de leurs peurs les plus profondes. La ville a commencé à rejeter ces personnes comme folles, les enfermant dans des greniers et des caves où leurs cris ne dérangeaient pas la vie des normaux. De cette peur collective et du besoin désespéré d'explication est né au début des années 1880 quelque chose de nouveau et d'obscur, l'ordre. Cela a commencé avec un homme nommé Elias Shepherd, un prédicateur qui prétendait avoir reçu
vision d'un dieu endormi qui reposait profondément sous Silent Hill. Ce dieu, prêchait Elias lors de rassemblements improvisés dans des granges et des caves, n'était ni bon ni mauvais dans la compréhension humaine. C'était une force au-delà de la moralité, un être qui devait naître à travers la souffrance pour purifier le monde et le refaçonner. Elias parlait avec l'intensité d'un possédé. Ses yeux brûlaient d'un feu qui fascinait et perturbait les auditeurs. Il mélangeait la théologie chrétienne avec des fragments de spiritualité amérindienne qu'il s'était appropriés par des conversations avec les quelques autochtones restants et ajoutait des éléments occultes qu'il avait étudiés dans de vieux livres. Le résultat était une théologie de la douleur qui affirmait que la véritable rédemption ne pouvait être atteinte que par une souffrance extrême, que le monde était si corrompu qu'il devait être purifié par le feu divin. Ses premiers disciples étaient les désespérés, les chargés de culpabilité, ceux qui étaient poursuivis par leurs propres démons et trouvaient dans les visions apocalyptiques d'Elias une forme étrange de réconfort. Si le monde était de toute façon voué à la destruction, si la souffrance était le chemin vers la rédemption, alors leur tourment personnel avait une signification cosmique. À eux se sont joints les assoiffés de pouvoir, hommes et femmes qui voyaient dans la hiérarchie émergente de l'ordre des possibilités d'exercer une influence. Jusqu'aux années 1890, l'ordre comptait plusieurs dizaines de membres, parmi lesquels certaines des familles les plus riches de Silent Hill. Ils se réunissaient en secret, effectuaient des rituels que personne en dehors de leur cercle ne devait voir. Il y avait des rapports de sacrifices d'animaux aux bords du lac, de chants lors de nuits brumeuses qui résonnaient à travers la ville. Les autorités locales, souvent elles-mêmes membres ou sympathisantes de l'ordre, ignoraient ces incidents. Silent Hill développait une réalité à deux niveaux. La façade publique d'une petite ville normale et la vérité cachée d'un endroit contrôlé par quelque chose de sombre. Dans les premières années du XXe siècle, l'ordre a commencé à étendre son infrastructure. Ils avaient besoin de lieux pour leur travail, de bâtiments soustraits au regard profane. Le premier grand projet fut Hope House, un orphelinat à la périphérie de la ville, officiellement présenté comme une institution caritative pour les enfants orphelins. En réalité, c'était un centre de recrutement et d'endoctrinement. Les enfants qui n'avaient personne pour s'inquiéter d'eux disparaissaient dans les couloirs de Hope House. Là, ils étaient soumis aux enseignements de l'ordre, abusés dans des rituels qui brisaient leur psyché et les façonnaient en serviteurs dociles du Dieu endormi. Les survivants qui ont parlé de leur temps là-bas, des décennies plus tard, ont décrit des nuits sans fin dans des caves sombres où des silhouettes masquées chantaient au-dessus d'eux, infligeaient des douleurs et leur disaient que leur souffrance était sacrée. L'hôpital Brookhaven, construit en 1918, servait officiellement d'établissement médical pour la population croissante, mais ses niveaux inférieurs, ceux qui n'apparaissaient pas dans les plans de construction officiels, sont devenus des laboratoires d'expérimentation de l'ordre. Là, ils testaient des substances extraites d'une plante locale nommée White Claudia, une plante qui poussait sauvagement dans les forêts humides autour de Silent Hill.
produisait un hallucinogène puissant qui croyait l'ordre pouvait dissoudre la barrière entre le monde matériel et le plan spirituel. Les patients qui venaient à Brookhaven pour des maux mineurs se retrouvaient parfois comme participants involontaires à des expériences. On leur administrait des doses de White Claudia, tandis que des membres de l'ordre documentaient leurs réactions. Beaucoup ont perdu la raison, voyant des choses qui n'étaient pas là, ou peut-être des choses qui avaient toujours été là, mais invisibles à la perception normale. Certains mouraient dans leur lit, attachés et hurlant. D'autres disparaissaient simplement, leurs dossiers effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Les rares qui étaient prétendument réussis montraient des signes de perception altérée, affirmaient avoir entendu la voix du Dieu, décrivaient des visions d'une apocalypse à venir qui se terminerait dans le feu et la renaissance. Ces succès ont encouragé l'ordre à intensifier ses expériences. Sur la colline surplombant la ville, l'église centrale de l'ordre fut érigée, un bâtiment gothique en pierre grise qui dominait Silent Hill, comme un rapace sur sa proie. À l'intérieur, la symbolique chrétienne se mélangeait avec des motifs païens. Des croix pendaient à côté de pentagrammes. Des versets bibliques étaient gravés dans les murs à côté d'incantations. Dans des langues oubliées, l'autel principal cachait un passage vers des tunnels qui menaient profondément sous la ville, vers des grottes naturelles que l'ordre considérait comme des sites sacrés. Là, dans l'obscurité humide, ils effectuaient leurs rituels les plus sombres. Les sacrifices humains étaient rares, mais pas inconnus. Il y avait des histoires, jamais confirmées, mais murmurées avec persistance, de vagabonds et de prostituées qui disparaissaient et dont le sang était versé lors de cérémonies souterraines. Le complexe pénitentiaire d'Overlook, construit en 1929, complétait le réseau, officiellement destiné aux criminels ordinaires. Certaines cellules dans des blocs isolés détenaient des prisonniers politiques de l'ordre, des dissidents qui avaient trop vu ou parlé trop fort. Les prisonniers de ces cellules étaient soumis à des expériences au-delà de toute éthique. Privation sensorielle pendant des semaines, ingestion forcée d'aglaophotis, une autre substance synthétisée à partir de White Claudia qui prétendait pouvoir exorciser les présences démoniques. Les histoires de ces victimes n'ont jamais été racontées parce qu'elles n'en sont jamais sorties vivantes. Leurs cris s'infiltraient dans les murs, leur désespoir imprégnait le béton. Des décennies plus tard, les personnes visitant ces lieux ressentiraient un malaise inexplicable, un sentiment d'être observé, une lourdeur dans l'air qui ne pouvait s'expliquer par des moyens normaux. C'était l'héritage de l'ordre, des bâtiments si imprégnés de douleur qu'ils semblaient presque vivants, comme s'ils avaient développé une conscience malveillante propre. Mais l'ordre n'était pas monolithique. Dès les années 1920, des scissions sont apparues. Une faction, dirigée par Dahlia Gillespie et ses ancêtres, croyait que la renaissance du Dieu créerait un paradis, mais seulement par la destruction totale du monde existant. Le feu, l'apocalypse, l'anéantissement de toute vie pécheresse étaient nécessaires. C'étaient les radicaux, prêts à tout sacrifier pour leur vision d'un monde purifié. L'autre faction, plus conservatrice, croyait en un chemin plus graduel, en des sacrifices contrôlés, en l'accumulation d'énergie spirituelle à travers des décennies de préparation.
serpent de méfiance mutuelle, où chacun avait des secrets et soupçonnait tous les autres. Mais vers l'extérieur, ils restaient unis, un bloc monolithique de pouvoir à Silent Hill qui étouffait toute opposition. Dans les années 1940, leur influence s'est étendue au-delà des limites de la ville. Shepherd's Glen, une ville plus petite à 48 km au sud, avait sa propre histoire sombre. 4 familles fondatrices, les Shepherds, les Bartlett, les Fitchs et les Holloways, avaient conclu un pacte dont les origines remontaient au XIXe siècle. Ce pacte était lié à l'ordre de Silent Hill, un contrat scellé dans le sang. Tous les 50 ans, chacune des 4 familles devait sacrifier un enfant pour empêcher la malédiction de Silent Hill de se propager à Shepherd's Glen. Les méthodes étaient spécifiques et cruelles. Un enfant devait être noyé, un enterré vivant, un étouffé et un brûlé. Ces types de morts spécifiques avaient une signification rituelle ancrée dans la théologie tordue de l'ordre. Le premier cycle documenté de ces sacrifices a eu lieu en 1949. Les familles se sont réunies en secret, déchirées par la décision qui les attendait. Les parents étaient désignés par tirage au sort pour déterminer quel enfant ils devaient sacrifier. Imaginez le désespoir. Une mère conduisant son enfant au lac, sachant ce qu'elle doit faire. Un père creusant une fosse, y plaçant sa propre chair et son sang, et pelletant de la terre dessus tandis que de petites mains griffent désespérément. L'étouffement d'un enfant avec un oreiller dans son propre lit, les mains tremblantes, les larmes coulant, mais continuant parce que le pacte l'exigeait. La brûlure, la pire de toutes. Un enfant attaché à un poteau, des flammes allumées, les cris qui ne sortiraient jamais de la mémoire. Ces actes ont détruit les familles de l'intérieur, créé des générations de traumatisme, de culpabilité et de folie. Mais le pacte a tenu, renforcé par la peur de ce qui se passerait s'il était rompu. Silent Hill et Shepherd's Glen étaient maintenant liés par des fils invisibles, des fils tissés de cris d'enfants et de larmes de parents. Le brouillard dans les 2 villes devenait plus épais à chaque décennie, comme s'il était nourri des âmes des sacrifiés. Les gens dans ces endroits vivaient sous un fardeau invisible, un traumatisme collectif qui n'était jamais abordé, mais présent dans chaque regard, dans chaque geste. Les enfants grandissaient avec le sentiment vague que quelque chose était profondément faux, sans jamais apprendre toute la vérité. Dans les années 1980, Silent Hill se présentait au monde extérieur comme une pittoresque petite ville touristique au bord du lac Toluca, un endroit où les familles allaient pour des escapades de week-end, où les pêcheurs trouvaient leur tranquillité et les randonneurs exploraient les forêts embrumées. La rue principale était bordée de magasins inoffensifs, d'un restaurant servant les meilleures tartes aux cerises de la région et d'un petit motel nommé Jack's Inn, dont l'enseigne lumineuse clignotait la nuit et indiquait le chemin aux voyageurs fatigués. Personne voyant cette façade n'aurait pu imaginer ce qui bouillonnait sous la surface. L'ordre avait appris au fil des décennies à se camoufler. Ses membres menaient des vies normales le jour en tant que commerçants, enseignants, infirmières. Mais quand la nuit tombait et que le brouillard s'épaississait,
Tout ce dont ils avaient besoin était le réceptacle parfait. Une âme pure qui pouvait être transformée par une souffrance extrême. Ils l'ont trouvée en une fillette de 7 ans, nommée Alessa Gillespie, fille de Dahlia Gillespie, l'une des dirigeantes les plus fanatiques de l'ordre. Alessa était une enfant silencieuse, souvent seule, évitée par les autres à cause de sa mère étrange et des rumeurs qui entouraient la famille. Elle n'avait pas d'amis à l'école primaire Midwich, passait ses récréations dans des coins, lisant des livres ou simplement fixant le vide. Dahlia ne voyait pas dans sa fille un enfant, mais un outil, le réceptacle élu pour la renaissance du Dieu. Elle a soumis Alessa à des années de conditionnement psychologique, lui racontant sa destinée sacrée, la préparant mentalement à ce qui allait venir. Mais aucun enfant, peu importe sa préparation, ne pouvait être prêt pour ce qui s'est passé en 1987. Un jour d'automne, alors que les feuilles prenaient des teintes dorées et que l'air sentait la fumée et les feuilles en décomposition, Dahlia a conduit sa fille dans le sous-sol de leur maison. Là, entourée de bougies et de symboles occultes dessinés à la craie sur le sol, elle a commencé un rituel qui incarnait des décennies de préparation. Des membres de l'ordre se tenaient en cercle, leurs visages cachés par des capuches, leur chant dans une langue qui ne ressemblait à aucune langue moderne. Alessa a été placée au centre du cercle, attachée à un autel, ses yeux écarquillés de peur. Ce qui s'est passé ensuite a dépassé toute cruauté humaine. Ils ont allumé le feu, pas rapidement, pas avec pitié. Ils l'ont laissé croître lentement autour de l'autel, pour que la chaleur monte progressivement, pour que la souffrance soit maximale. L'ordre croyait qu'une douleur intense dissoudrait la barrière entre le matériel et le spirituel, que l'agonie d'Alessa ouvrirait une porte par laquelle le Dieu pourrait entrer en elle. Ses cris résonnaient à travers la maison, pénétraient les murs, atteignaient les voisins qui ont plus tard prétendu n'avoir rien entendu d'inhabituel. Un silence collectif basé sur la peur ou la complicité. Le feu a fait rage, la peau d'Alessa a brûlé. Son corps a été déchiré par des douleurs insupportables. Mais dans ce moment de plus haute agonie, quelque chose d'inattendu s'est produit. La propre volonté d'Alessa, son désir désespéré d'échapper à l'agonie et d'empêcher ce que sa mère planifiait, s'est manifesté comme un pouvoir psychique. Son âme, pas prête à être complètement dominée par le Dieu, s'est divisée. Une partie est restée dans son corps brûlé et mourant, piégée dans une agonie sans fin. L'autre partie, un fragment de sa conscience, s'est projetée vers l'extérieur, s'est matérialisée dans le monde réel comme un nourrisson, une petite fille sans souvenir, sans le fardeau de la souffrance d'Alessa. Ce bébé a été trouvé sur la route par un routier de passage nommé Travis Grady, un homme avec ses propres démons qui l'avait conduit à Silent Hill. Mais cela vient plus tard. Le bébé a été adopté plus tard par Harry Mason, un écrivain de la ville voisine, lui et sa femme désespérés d'avoir un enfant. Ils l'ont appelé Cheryl Mason, ignorant ses véritables origines, ignorant le lien qui la connectait à la fillette brûlante dans Silent Hill. Alessa elle-même a survécu au feu de manière cruelle. Son corps, carbonisé et défiguré, a été transporté à l'hôpital Al-Kemila, où elle est tombée dans un état semblable au coma. Les médecins, dont beaucoup étaient membres ou sympathisants de l'ordre, l'ont maintenue en vie avec des machines
un sacrifice nécessaire. Elle a passé les années suivantes à chercher Cheryl, la pièce manquante de sa fille. En 1994, 7 ans après l'incendie, la femme de Harry est morte dans un accident de voiture. Il est resté seul avec Cheryl, maintenant une fillette de 7 ans, vive et curieuse, sans aucune idée des ténèbres dans son passé. Harry a décidé de faire un voyage pour traiter le deuil, à rouler avec Cheryl à travers les routes rurales du Maine. Leur destination était choisie arbitrairement, ou du moins en apparence, mais certaines forces, des forces qui habitaient à Silent Hill, les attiraient. Alors qu'ils approchaient de la ville, le brouillard s'est condensé de manière anormale et devenu si épais que Harry pouvait à peine voir la route. Puis, soudainement, une figure est apparue devant eux sur la route, une silhouette qui ressemblait à une fille. Harry a tourné le volant brusquement, a perdu le contrôle. La voiture est sortie de la route, s'est écrasée dans un fossé. Quand Harry s'est réveillé, sa tête lui faisait mal, sa vision était floue. Il a regardé autour de lui. Cheryl n'était pas dans la voiture. La panique l'a submergé. Il est sorti en titubant de l'épave, a crié son nom, sa voix engloutie par le brouillard. La ville autour de lui était silencieuse, étrangement silencieuse. Seulement l'écho lointain de sa propre voix et le grondement occasionnel d'un bruit non identifiable au loin. Silent Hill ne l'a pas accueilli comme un endroit normal. La réalité ici était fluide, malléable. Alors que Harry errait dans les rues embrumées, il a remarqué des changements. Les bâtiments avaient l'air abandonnés, fenêtres brisées, portes à moitié ouvertes. Des cendres tombaient du ciel comme de la neige, recouvrant tout d'une couche grise. Puis, sans avertissement, une sirène a retenti, un hurlement prolongé et angoissant qui transperçait jusqu'à la moelle. Le brouillard s'est assombri, est devenu noir comme de l'encre. Le monde autour de Harry s'est transformé. Les rues se sont changées en grilles métalliques rouillées, au-dessus d'abîmes sans fond. Les murs des bâtiments sont devenus des plaques de fer rouillées, traversées de fils barbelés et de taches de sang. Le sol sous ses pieds semblait instable, collant, comme s'il était imprégné de vieux sang. C'était l'Otherworld, l'autre monde, une dimension du cauchemar qui se superposait à Silent Hill. Ici se manifestaient les peurs et traumatismes les plus sombres des personnes qui entraient dans la ville. Pour Alessa, dont l'âme divisée contrôlait cette réalité, c'était une projection de sa souffrance sans fin, du feu qui ne la quittait jamais, des douleurs qui ne s'atténuaient jamais. Dans ce monde, Harry a rencontré des créatures qui ne semblaient pas être de cette terre, des figures déformées et convulsives en uniforme d'infirmières, leurs mouvements saccadés comme si elles étaient des marionnettes cassées. Elles s'attaquaient avec des tuyaux rouillés, leurs visages cachés ou défigurés, manifestation de trauma médical et d'abus, écho du temps qu'Alessa avait passé à l'hôpital. Des figures enfantines, petites et grotesques, avec des peaux grises et des proportions déformées, couraient à quatre pattes dans des couloirs sombres, symbole de l'innocence perdue, de l'enfance qui avait été volée à Alessa. Des démons ailés, des créatures ressemblant à des ptérodactyles qui plongeaient de l'obscurité, représentaient peut-être la liberté qu'elle n'avait jamais eue, la capacité de fuir qui lui avait été refusée. Chaque monstre était un fragment du paysage psychique d'Alessa, un symbole de ses tourments, de ses peurs
de sa colère. Pour Harry, ils n'étaient que des êtres de cauchemar qu'il devait d'une manière ou d'une autre survivre, tandis qu'il cherchait désespérément sa fille. Son voyage l'a conduit vers des lieux clés qui portaient tous leurs propres histoires sombres. L'école primaire Midwich, où Alyssa avait été torturée, non seulement par le rituel, mais par des années d'intimidation et d'isolation. Les couloirs de l'école étaient maintenant déformés, des salles de classe pleines de chaises renversées et de tableaux noirs brisés, les murs couverts de dessins d'enfants qui, à y regarder de plus près, montraient des images troublantes de mort et de désespoir. Dans une pièce, Harry a trouvé un cadavre, pendu, la peau grise, les yeux vides, partout des indices de violence, de choses qui avaient été faites aux enfants. Au sous-sol de l'école, dans une chaufferie sombre, un monstre massif l'a confronté. Une fusion grotesque de traumas d'enfance et de souvenirs refoulés. L'hôpital Alchemilla était encore pire. Les étages supérieurs semblaient vides, abandonnés. Mais alors que Harry descendait plus profondément, dans les sous-sols et les niveaux inférieurs, la vraie nature du lieu s'est révélée. Ici, l'ordre avait mené ses expériences. Ici, le directeur Michael Kaufman avait trafiqué White Claudia, vendant la drogue dans les rues pour financer l'ordre. Les murs étaient tachés de vieilles traces de sang, les tables d'opération encroûtées de rouille, des instruments qu'on préférait ne pas identifier. Dans une chambre cachée, Harry a trouvé des dossiers sur Alyssa, des documents racontant son histoire, mais avec une froideur médicale, comme si elle n'était qu'une expérience. Là, il a également rencontré Lisa Garland, une jeune infirmière qui semblait amicale mais désespérée, confuse sur sa situation. Lisa avait soigné Alyssa, avait ressenti de la pitié pour la fillette brûlante, mais était également piégée dans son propre enfer. Elle ne se doutait pas, ou ne voulait pas accepter, qu'elle était morte, un fantôme piégé à Silent Hill, parce que sa culpabilité et son trauma ne la laissaient pas partir. Alors que Harry plongeait plus profondément dans les secrets de la ville, Lisa a commencé à se souvenir de la vérité. Elle avait été toxicomane, contrôlée par Kaufman, forcée de participer aux expériences. Son désespoir a grandi, jusqu'à ce qu'elle réalise finalement qu'elle ne pourrait jamais quitter l'hôpital, qu'elle était piégée pour toujours dans cette boucle. Sa dernière conversation avec Harry était déchirante. Elle le suppliait de rester, tandis que sa peau se décolorait, pourrissait, révélant sa vraie nature de morte vivante. Le parc d'attractions, Lakeside, autrefois un lieu de joie enfantine, était maintenant un reflet déformé de rêves brisés. La grande roue tournait lentement, grinçant sans passagers. Les chevaux de carrousel fixaient avec des yeux vides, leurs couleurs fanées, leurs formes déformées. Ici, Harry a trouvé d'autres indices sur l'endroit où se trouvait Cheryl, mais aussi sur la vraie nature de la menace. Il a rencontré Sybil Bennett, une policière de la ville voisine qui cherchait des personnes disparues. Sybil était sceptique, pragmatique, mais même elle ne pouvait nier que quelque chose de fondamental n'allait pas avec Silent Hill. Sa perception de la ville différait de celle d'Harry. Elle voyait moins l'Otherworld, peut-être parce qu'elle n'était pas directement liée au trauma d'Alyssa. Mais plus elle enquêtait, plus elle aussi était attirée dans le cauchemar. Lors d'une rencontre ultérieure, Sybil a été infestée par un être parasitaire. Son comportement a changé.
Harry, contrôlé par quelque chose d'étranger. Harry a fait face à un choix, la tuer ou la sauver avec un artefact qu'il avait trouvé. Chaque décision avait des conséquences pour la fin de son voyage. Michael Kaufman, le directeur corrompu de l'hôpital, était une autre figure clé. Il n'était pas un croyant de l'ordre, mais un opportuniste qui vendait leur drogue pour un profit personnel. Quand il a réalisé que la situation échappait à tout contrôle, il a essayé de fuir, mais Silent Hill ne laissait personne s'échapper. Ses rencontres avec Harry étaient marquées par une méfiance mutuelle. Kaufman avait Aglaophotis, une substance qui prétendait pouvoir expulser la présence du dieu d'Alessa. Une dernière assurance contre le plan de Dahlia. La vérité s'est révélée par couches, chacune plus choquante que la dernière. Cheryl n'était pas un enfant normal, mais la moitié projetée de l'âme d'Alessa. Dahlia l'avait attirée à Silent Hill pour forcer la réunification. Alors que les deux parties se rapprochaient, l'Otherworld devenait plus instable. La réalité elle-même a commencé à s'effondrer. Dans un temple souterrain, profondément sous la ville, Harry a confronté Dahlia. Elle se tenait triomphante, les deux filles, Alessa dans son corps brûlé, et Cheryl ensemble, leurs âmes fusionnant. Le dieu a commencé à se manifester. Une présence monstrueuse qui déformait la réalité, rien que par sa présence partielle. Mais Alessa, même dans ce moment, a résisté. 7 ans d'agonie n'avaient pas complètement brisé sa volonté. Avec l'aide de Kaufman, qui dans un dernier acte de désespoir a lancé Aglaophotis sur elle, la naissance du dieu a été interrompue. Alessa a profité du moment pour prendre le contrôle de son pouvoir unifié. Elle a choisi la renaissance, non pas comme Dieu, mais comme humain, comme un nouveau bébé, libre de souvenirs, libre de la malédiction. Dans une fin, elle a donné le bébé à Harry, un acte silencieux de pardon et d'espoir, avant que la ville ne s'embrase. Dans une autre fin, la volonté de Dahlia a gagné et le monde a brûlé. Mais il y avait encore une autre couche à cette histoire, une qui se situait temporellement plus tôt, mais n'a été connue que plus tard. En 1983, 4 ans avant la brûlure d'Alessa, un routier nommé Travis Grady roulait sur les routes près de Silent Hill. Travis était un homme solitaire, hanté par des souvenirs d'une enfance cauchemardesque. Sa mère, Hélène, avait été mentalement malade, avait essayé de le tuer enfant, convaincu que des esprits malins l'avaient possédé. Elle l'avait enfermé dans une salle de bain, avait ouvert le gaz, seulement pour être arrêté par des voisins. Travis avait grandi dans des familles d'accueil, les cicatrices de cette nuit ne guérissant jamais. En tant qu'homme adulte, il refoulait ses souvenirs, les enterrait profondément, vivait une vie isolée sur la route. Mais Silent Hill avait un moyen de ramener le refoulé à la surface. Cette nuit-là, en 83, Travis a vu une maison en feu depuis la route. Sans hésiter, il a couru à l'intérieur, a trouvé une petite fille, Alessa, au milieu des flammes. Il l'a sauvée, l'a portée dehors, l'a remise à des ambulanciers qui sont apparus mystérieusement rapidement, comme s'ils avaient attendu. Cet acte de sauvetage a tout changé. Par son interaction avec Alessa, Travis a été connecté à Silent Hill. La ville a commencé à l'attirer dans sa réalité. Il s'est retrouvé dans l'Otherworld, confronté à des monstres qui représentaient ses propres traumatismes, des figures déformées de sa mère, des créatures
peintures incarnant des thèmes d'étouffement ou de brûlure, la ville utilisait des miroirs comme portails, permettant à Travis de basculer entre le monde brumeux normal et l'Otherworld rouillée et sanglante. Cette capacité était unique, un reflet de sa propre psyché fragmentée, de son incapacité à séparer réalité et trauma. Le voyage de Travis à travers Silent Hill l'a conduit aux mêmes endroits que Harry visiterait plus tard, mais dans un état antérieur. Il a exploré le motel Riverside, a rencontré des fantômes de personnes mortes là-bas. Il est entré dans le théâtre Artaud, où l'ordre effectuait des rituels, a trouvé des indices sur les plans de Dahlia pour Alessa. Chaque lieu révélait plus sur le passé de la ville et sur le sien. Ses rencontres avec sa mère, Hélène, ou plutôt la version monstrueuse que la ville créait, l'ont forcé à affronter sa peur refoulée. Dans un moment cathartique, Travis a confronté la vérité de son passé. Sa mère l'avait aimé, mais sa maladie avait empoisonné cet amour. Sa tentative de le tuer était dans son esprit déformé, un acte de protection. En acceptant cela, sans s'excuser, Travis a trouvé un moyen d'échapper à l'Otherworld. Son dernier acte fut de sauver Alessa une seconde fois, de la sortir d'un cauchemar que Dahlia avait créé pour elle. Sans le savoir, son sauvetage a permis la division de l'âme d'Alessa, l'échappée de Shrill dans le monde réel comme bébé. Travis est reparti, de retour à sa vie sur la route, mais les souvenirs de Silent Hill sont restés, une ombre qui le poursuivait. Des années plus tard, quand il a trouvé Cheryl au bord de la route et l'a donnée pour adoption, le cercle s'est refermé, sans qu'il comprenne la pleine signification de ses actions. Il était un outil du destin, ou peut-être de la ville elle-même, qui poursuivait ses propres plans tordus. En l'an 2001, un homme est retourné à Silent Hill, non pas parce qu'il était appelé, mais parce qu'il cherchait désespérément quelque chose qu'il avait perdu, ou peut-être quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment possédé. Son nom était James Sunderland, un homme ordinaire au début de la trentaine, avec des yeux fatigués et une posture courbée par un fardeau invisible. Dans sa poche, il portait une lettre, écrite à la main sur du papier jauni, l'encre légèrement pavée comme si elle avait été lue souvent. La lettre venait de Mary, sa femme, qui l'invitait à Silent Hill, à leur endroit spécial où ils avaient autrefois partagé de joyeux souvenirs. Le problème, le terrible problème impossible, était que Mary était morte depuis 3 ans. James le savait. Il avait assisté à ses funérailles, avait enduré les visites de condoléances, avait vécu les mois vides qui avaient suivi. Pourtant voici sa lettre, réelle et tangible, son écriture indéniable. La logique lui disait que c'était impossible. Le désespoir, le désir et peut-être une culpabilité refoulée l'ont néanmoins poussé là-bas. Silent Hill ne l'a pas accueilli à bras ouverts, mais avec un brouillard dense qui engloutissait toute vue, au-delà de quelques mètres, et un silence si complet qu'il résonnait dans les oreilles. La ville dans laquelle James est entré était différente de celle qu'Harry Mason avait vécue. Ce n'était pas la projection cauchemardesque d'Alessa de feu et de trauma hospitalier. C'était quelque chose de plus intime, de plus personnel. Silent Hill s'adaptait, devenait un miroir de l'âme de celui qui entrait. Pour James, la ville est devenue une manifestation de sa propre culpabilité refoulée, de ses désirs supprimés, de ses secrets les plus sombres. Les rues étaient vides, les bâtiments
Mais il n'y avait pas de sirène d'Otherworld, pas de transformation soudaine. Au lieu de cela, la ville entière était dans un état constant de décadence et de mélancolie, comme si elle était gelée dans le temps, dans un éternel après-midi d'automne, où la lumière était tamisée et chaque couleur grise ou brune. La première rencontre de James avec les habitants de cette version de Silent Hill est venue rapidement, dans un complexe d'appartements, alors qu'il cherchait des indices sur l'endroit où se trouvait Mary. Il a rencontré des créatures qui semblaient avoir rampé de ses pensées les plus profondes et refoulées, des manifestations connues sous le nom de Lying Figures, des formes humaines déformées, complètement enveloppées dans une membrane semblable à la peau qui cachait leurs visages et leur corps. Elles se déplaçaient convulsivement, crachaient de l'acide corrosif par des ouvertures invisibles. Toute leur existence semblait être une lutte contre leur propre peau. Ces créatures représentaient l'auto du prix de James, son incapacité à voir la vérité, les mensonges qu'il s'était racontés, enveloppés dans des couches de déni, jusqu'à ce que la vérité soit complètement cachée. Puis, il y avait les infirmières, mais pas les versions convulsives du cauchemar d'Alessa. Celles-ci portaient des uniformes moulants, bougeaient avec une lenteur inquiétante, presque sexualisée. Leur design était provocateur, mais aussi profondément troublant. Leur comportement agressif, elles représentaient la frustration sexuelle réprimée de James pendant la longue maladie de Mary. Dans les 3 années de ses souffrances, leur relation était passée de l'intimité aux soins, puis à la distance. Mary, défigurée par la maladie, avait repoussé James, ne pouvait supporter son regard. James, submergé par la culpabilité, avait refoulé ses besoins naturels, mais il n'avait pas cessé d'exister. C'était plutôt tordu et déformé dans son subconscient, jusqu'à ce qu'il réapparaisse comme ces êtres grotesques. Mais le plus iconique, le plus troublant de tous les êtres qui poursuivraient James était Pyramid Head, la tête pyramidale. Cette créature est apparue d'abord dans un couloir sombre, derrière une grille. James a observé, horrifié et paralysé, alors que Pyramid Head saisissait 2 créatures, semblables à des mannequins, et les maltraitait dans un acte de violence brutale et sexualisée. La scène était cruelle,
elle cherchait sa mère. Mais ses paroles étaient confuses, imprégnées de peur. Au cours de leur rencontre, l'histoire d'Angela s'est révélée par fragments. Elle avait été abusée par son père pendant des années, sexuellement et émotionnellement détruite. Elle l'avait finalement tué, un acte de désespoir et d'autodéfense, mais la culpabilité et le trauma ne l'avaient pas quittée. Silent Hill était pour Angela un monde différent de celui de James. Quand ils traversaient les mêmes pièces, elle voyait du feu, partout des flammes, les murs brûlaient, la chaleur insupportable. C'était son enfer, une manifestation de la honte brûlante et de la colère qu'elle avait portée toute sa vie. Leur dernière rencontre a eu lieu dans une cage d'escalier en feu. Elle a pris un couteau, a parlé de trouver enfin la paix et a monté les escaliers dans les flammes. James l'a appelée, a essayé de l'arrêter, mais elle a disparu dans la chaleur. Il n'était pas clair si elle est morte ou simplement descendue plus profondément dans son propre enfer. Mais elle était perdue, piégée pour toujours dans son trauma. Eddie Dombrowski était une autre âme perdue, un jeune homme en surpoids, mangeant constamment, nerveux, sur la défensive. James l'a rencontré d'abord dans des toilettes publiques, penché sur un cadavre qui gisait dans une chambre froide. Eddie prétendait avoir déjà trouvé le corps, mais sa nervosité suggérait plus. Eddie avait été intimidé toute sa vie à cause de son poids, de son insécurité. À Silent Hill, il avait trouvé une libération. Ici, il pouvait riposter, pouvait tuer des gens qui s'étaient moqués de lui, ou du moins des versions d'eux que la ville avait manifestées pour lui. À chaque rencontre, Eddie devenait plus agressif, son sens de la réalité glissait. Il a commencé à voir James comme une autre menace, un autre intimidateur. Leur dernière rencontre a eu lieu dans un entrepôt frigorifique gelé, entouré de morceaux de viande de taille humaine accrochés à des crochets. Eddie, maintenant complètement fou, a attaqué James, convaincu qu'il devait se défendre. James n'avait pas le choix. Il a tiré sur Eddie en légitime défense. Alors qu'Eddie mourait, James a réalisé une pensée troublante. Eddie et lui n'étaient pas si différents. Tous deux étaient venus à Silent Hill à cause de leurs péchés. Tous deux étaient tourmentés par la ville. La seule différence était jusqu'où ils étaient tombés. Puis il y avait Laura, une fillette de 8 ans, vivante, insouciante, complètement déplacée dans cette ville cauchemardesque. Laura ne voyait pas de monstres, ne vivait aucune horreur. Pour elle, Silent Hill n'était qu'une ville abandonnée, un peu étrange, mais pas menaçante. La raison était simple, Laura était innocente. Elle ne portait aucune culpabilité, aucun trauma que la ville pouvait exploiter. Elle avait été patiente dans le même hôpital que Mary. S'était liée d'amitié avec elle dans les dernières semaines de la vie de Mary. Laura détestait James parce que Mary lui avait dit que James ne venait plus, qu'il l'avait abandonné. Laura ne connaissait pas toute la vérité, mais sa présence était un rappel constant de l'échec de James, de son absence dans les derniers jours de Mary. L'existence de Laura à Silent Hill, sans conséquence, prouvait que la ville elle-même n'était pas maléfique, mais un miroir. Elle ne te montrait que ce qui était déjà en toi. La rencontre la plus troublante pour James était cependant Maria, une femme qui ressemblait étrangement à Mary, mais n'était pas
pas elle. Maria portait des vêtements provocateurs, se comportait de manière coquette, flirtait avec James d'une manière que Mary n'aurait jamais fait. Elle était une création de Silent Hill, une manifestation des désirs de James, une version de Mary qui était en bonne santé, sexuellement disponible, vivante. Mais la ville était cruelle. Maria mourait encore et encore, tuée par Pyramid Head devant les yeux de James, enfermée derrière des grilles pendant qu'elle criait à l'aide, seulement pour réapparaître plus tard vivante, comme si rien ne s'était passé. Chaque mort était une punition pour James, un rappel qu'il avait perdu Mary, que ses désirs pour une autre version d'elle étaient pécheurs. L'existence de Maria était un piège, un test. James se souciait-il plus de cette version fantaisiste que du souvenir de sa vraie femme? La ville a finalement conduit James à l'hôtel Lakeview, l'endroit que Mary avait mentionné dans sa lettre, leur endroit spécial. L'hôtel était abandonné, en ruine, et le plus troublant, les étages inférieurs étaient inondés d'eau. James devait patauger dans des flots troubles à hauteur de hanches. La visibilité sous l'eau nulle, la peur que quelque chose d'invisible ne se cache sous la surface, constamment présente. L'eau était plus que juste physique. C'était une métaphore pour les souvenirs refoulés, pour les vérités que James avait noyées, profondément enfouies dans son subconscient. Plus il descendait dans l'hôtel, plus il commençait à se souvenir. Des fragments de vérité perçaient son déni. Dans une chambre d'hôtel, James a trouvé une cassette vidéo. Il l'a jouée, les mains tremblantes. La bande le montrait, lui et Marie, dans cet hôtel, il y a 3 ans. Mais ce n'étaient pas les joyeux souvenirs qu'ils s'étaient racontés. C'était la vérité. Mary, malade, dans le lit de l'hôtel, faible, défigurée par la maladie. James se tenait à côté d'elle, un oreiller dans les mains. La caméra montrait le moment de décision, puis l'acte. James étouffait Marie avec l'oreiller, le pressait sur son visage, le maintenait là tandis qu'elle se débattait faiblement, puis devenait immobile. Ce n'était pas miséricordieux, ce n'était pas paisible, c'était un meurtre, né d'un mélange complexe d'amour, d'épuisement, de dégoût de sa maladie, de désir de libération. La sienne et la sienne, mais surtout, c'était de l'égoïsme. James n'avait pas pu le supporter. Plus, la vérité l'a brisé. Il n'était pas venu à Silent Hill pour trouver Mary. Il était venu parce que son esprit, incapable de supporter la culpabilité, avait construit une fantaisie, une histoire où Mary était encore vivante, où il était innocent. La lettre n'était pas un message d'outre-tombe, mais une manifestation de son propre désir de pardon, d'un nouveau départ impossible. Dans la partie la plus profonde de l'hôtel, dans une pièce surréaliste qui ne semblait plus faire partie de la réalité normale, James a confronté les dernières manifestations de sa culpabilité. 2 Pyramid Heads sont apparus, imparables, traînant leurs armes énormes. Mais cette fois, James n'a pas combattu. Il avait compris.
son voyage? Avait-il pleuré Marie, soigné ses objets, ou les avait-il ignorés? Avait-il été cruel envers Laura? S'était-il plus soucié de Maria? Dans une fin, il entendait la voix de Mary une dernière fois, ces mots de pardon, et elle lui permettait de continuer à vivre avec sa culpabilité, mais aussi avec la possibilité de rédemption. Dans une autre fin, il ne pouvait être pardonné, et il conduisait sa voiture dans le lac Toluca, un suicide pour être uni avec Mary dans la mort. Dans une troisième fin, il était tellement obsédé par Maria que la ville lui permettait de partir avec elle, mais elle commençait à tousser, exactement comme Mary l'avait fait, un indice que le cycle se répéterait. Il y avait même une quatrième fin, surréaliste, où tout était une mise en scène d'un chien, une rupture absurde, presque comique de la quatrième mur, qui rappelait aux joueurs que c'était finalement une narration construite. Des années ont passé. En l'an 2003, une autre personne est retournée à Silent Hill, quelqu'un avec un lien plus direct avec l'histoire sombre de la ville. Heather Mason, maintenant âgée de 17 ans, vivait une vie apparemment normale dans une ville loin de Silent Hill. Elle ne savait pas qu'elle avait autrefois été Cheryl Mason, adoptée par Harry et sa défunte femme. Elle ne savait pas qu'avant cela, elle avait été Alessa Gillespie, la fillette brûlante, le réceptacle du dieu. Sa renaissance à la fin du voyage de Harry avait effacé ses souvenirs, lui avait donné une chance de vie normale, mais l'ordre n'avait jamais oublié. Ils avaient attendu ce moment quand l'âme réincarnée d'Alessa serait assez âgée pour porter à nouveau le dieu. Le cauchemar d'Heather a commencé dans un centre commercial, un jour ordinaire qui a rapidement basculé dans le bizarre. Un détective privé nommé Douglas Cartland s'est approché d'elle, prétendait travailler pour quelqu'un qui voulait la rencontrer. Heather a fui, instinctivement méfiante, alors qu'elle courait à travers le centre commercial. La réalité s'est transformée. Les autres acheteurs ont disparu. Les lumières vives ont vacillé et se sont éteintes. La musique joyeuse s'est déformée en une cacophonie cauchemardesque. L'Otherworld a pris le dessus, mais ce n'était pas la version mélancolique de James ou l'enfer enflammé d'Alessa. C'était quelque chose d'autre, plus organique, plus charnu. Les murs pulsaient comme s'ils étaient vivants. Des vaisseaux sanguins couraient sur les surfaces. Le sol se sentait doux comme de la peau. Les monstres qui attaquaient Heather étaient de nature biologique, moins symbolique que ceux de James. Il y avait des créatures semblables à des chiens avec des têtes fendues, des hybrides insectes humains, des êtres balançant des pendules qui rappelaient l'iconographie religieuse. Ces créatures ne représentaient pas les traumatismes personnels d'Heather de la même manière que pour d'autres protagonistes, mais plutôt la nature divine brute qui sommeillait en elle. Elle était toujours au niveau cellulaire, le réceptacle du dieu, et les monstres étaient des manifestations de cette présence étrangère et inhumaine. Heather a échappé au centre commercial, poursuivie par une créature missionnaire massive, un mélange grotesque de symbolisme religieux et de chair qui l'a chassée à travers des couloirs déformés. Elle a trouvé refuge auprès de Douglas, qui a avoué qu'il avait été embauché par une femme nommée Claudia Wolf pour trouver Heather. Claudia était une dirigeante de l'ordre, une
chez elle, seulement pour trouver une scène d'horreur. Son père Harry gisait mort sur le sol, assassiné par un membre de l'ordre. Le seul parent qui la connaissait, qui l'avait protégée, était parti. À côté de son corps gisait un message de Claudia, une invitation à venir à Silent Hill pour accomplir son destin. Heather, submergée par le chagrin et la colère, a décidé d'y aller, non pas pour obéir, mais pour se venger. Son voyage de retour à Silent Hill était un voyage dans son passé oublié. Alors qu'elle entrait dans la ville, des souvenirs ont commencé à saigner, des fragments de la vie d'Alessa se superposant aux siens. Elle se souvenait du feu, de la douleur insupportable, des 7 ans dans le lit d'hôpital, de la haine envers sa mère Dahlia. Ces souvenirs n'étaient pas les siens, mais en même temps ils l'étaient. Elle était Alessa, réincarnée, mais avec une nouvelle identité. Le conflit entre Heather Mason, l'adolescente normale, et Alessa Gillespie, le réceptacle traumatisé, la déchirait intérieurement. La ville lui montrait des endroits du passé d'Alessa. Le centre Hilltop, un centre commercial abandonné qui se transformait en une cathédrale charnue d'horreur. L'école primaire Midwich, encore hantée par les échos d'enfants abusés. L'hôpital Brookhaven, où le corps brûlé d'Alessa avait passé des années. Chaque lieu était une couche de ses souvenirs refoulés. Chaque monstre une manifestation de la présence divine, essayant de reprendre le contrôle. Heather a rencontré différents personnages qui révélaient la complexité de l'ordre. Vincent Smith, un membre de l'ordre, mais un cynique qui ne croyait pas vraiment au Dieu, mais appréciait le pouvoir et le contrôle. Il a essayé de manipuler Heather, lui a donné des informations contradictoires, a insinué que l'interprétation de Claudia du Dieu était fausse, que l'être qui naîtrait serait un démon, pas un sauveur. Ses motifs n'étaient pas clairs, mais il plantait le doute. Leonard Wolf, le père de Claudia, était une autre victime de l'ordre, enfermée dans une pièce sombre, transformée en une créature monstrueuse par des années d'exposition aux toxines et aux rituels de l'ordre. Il était un exemple avertissant de ce que la dévotion extrême aux enseignements du culte pouvait faire à un humain. Heather a dû le combattre comme un boss, une nécessité tragique. Claudia elle-même n'était pas une simple antagoniste. C'était une croyante, convaincue que ses actions étaient justes. Elle avait son propre trauma, ayant grandi dans l'ordre, abusée et endoctrinée. Toute son identité construite autour de la croyance au Dieu. Elle ne voyait pas Heather comme une personne, mais comme un sacrifice nécessaire, une étape vers la rédemption de l'humanité. Leur rencontre était chargée philosophiquement, Claudia argumentant qu'un monde sans douleur, même s'il était atteint par des moyens terribles, en valait la peine. Heather, nourrie par la perte personnelle et la colère, rejetait cela. La culmination a eu lieu dans le sanctuaire, le plus intérieur de l'ordre, profondément sous la ville, dans un temple qui avait été préparé pendant des décennies pour ce moment. Claudia a tenté de forcer le rituel, de forcer le dieu hors d'Heather. Dans un acte désespéré, Heather s'est souvenue de quelque chose que Harry lui avait laissé. Aglaophotis, la même substance qui avait autrefois interrompu la naissance du dieu en Alessa. Elle l'a avalée. La substance brûlait en elle, arrachait l'embryon divin de son corps. Claudia, voyant son plan échouer, a fait l'impensable. Elle a mangé le matériel expulsé, a pris le dieu en elle-même. Son corps ne pouvait
pouvait supporter la transformation. Elle s'est transformée en une difformité divine grotesque, une masse charnue d'ailes, de membres déformés et de haine aveugle. C'était le Dieu que l'ordre avait essayé de faire naître depuis plus d'un siècle. Et il était tout sauf divin. C'était un monstre, né de la douleur, du fanatisme et de la folie. Heather a combattu la créature, un dernier combat désespéré. Alors que l'être tombait, il s'est désintégré. La présence divine s'est évaporée, peut-être pour toujours. Le cycle qui avait commencé avec la brûlure d'Alessa était enfin brisé. Heather a quitté Silent Hill avec Douglas, une figure rare qui avait échappé à la ville, non par la mort, mais par le triomphe sur sa souffrance intérieure et extérieure. Le brouillard demeure, les rues silencieuses, mais pour ceux qui écoutent, les cloches résonnent